Alors Olivier, bon, on est tout de même, on a le sentiment d'être à la croisée des chemins, dans un moment charnière, aux conséquences multiples, et dont on a peine parfois à vraiment les entrevoir, parce qu'elles peuvent être économiques, sociales, politiques, environnementales. Et dans ce contexte, là je me tourne vers le professionnel de la gestion de patrimoine. Comment peut-on adapter son patrimoine à la singularité du moment ? Alors, en évitant de surréagir par rapport à des situations qui sont conjoncturelles, il faut regarder le structurel derrière cette crise. On parlait tout à l'heure de création de la masse monétaire. Je suis persuadé qu'on va vers de plus en plus de bulles avec une inflation des actifs. Et on a très clairement deux mondes qui se dessinent. On a un monde de la liquidité, de la garantie, sans rendement. C'est les comptes courants, c'est les livrets. C'est aujourd'hui le fonds euro des contrats d'assurance vie qui ont fait, je dirais, la fortune des assureurs et des épargnants pendant 20 ans. Et de l'autre côté, on a le monde de l'investissement risqué. Et dès qu'on dépasse 2%, il faut être très clair, on est dans le monde de risque. Alors la difficulté, c'est que quand vous demandez à un épargnant français est-ce qu'il est prêt à prendre du risque, 99% de chances qu'il vous réponde non. Je ne veux pas prendre du risque. Et pourtant, il investit dans l'immobilier qui est quand même toujours aussi risqué. Donc, il faut avoir, je dirais, une discipline d'investissement. La première de cette discipline, c'est de diversifier ses actifs. On parlait de l'immobilier de bureau. Je vais en parler justement avec un exemple qui est celui des SCPI. Il y a eu de l'immobilier bashing depuis cette crise sanitaire. Et on a vu les épargnants sur le marché des SCPI se ruer sur des SCPI de santé. A priori, c'est une bonne idée, puisque investir dans la santé, on sait qu'aussi les investissements en volume vont croître et les besoins vont croître dans les années à venir, c'est intéressant. Sauf que le problème de la SCPI, c'est pas le rendement, c'est pas le prix de la part, c'est la liquidité. Si vous voulez revendre une SCPI, il faut que derrière, la SCPI collecte. S'il n'y a pas de collecte, il n'y a pas de marché de la revente. Et vous pouvez rester, on l'a vu dans les années précédentes, vous pouvez rester avec vos SCPI pendant 12 mois, 18 mois, 24 mois, sauf à accepter qu'on vous la rachète à un prix extrêmement décoté. Donc, le premier conseil à donner, pour ceux qui veulent aller sur cette thématique, parce qu'elle est d'actualité, c'est de se discipliner et d'acheter au moins 3, 4, voire 5 SCPI quand vous décidez d'investir sur ce marché-là. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut accepter d'avoir des durées d'immobilisation de ces placements de 5, 6 ans, 7 ans. On ne peut pas vouloir à la fois gagner de l'argent, en gagner rapidement et avoir de la liquidité. Et quand on regarde les patrimoines, et moi ce qui me frappe toujours dans les études qu'on est amené à faire, c'est il y a une surliquidité des patrimoines. On a l'impression que nos clients vont acheter des voitures tous les mois, ce qui évidemment ne font pas. Et du coup, il y a une mauvaise allocation d'actifs entre la part qu'ils gardent en liquidité et la part qu'ils vont investir. Surtout que ces investissements, ils peuvent être productifs. On garde trop de cash ? On garde trop de cash, tout à fait. Je pense qu'on garde trop de cash. Et il y a qu'à voir aussi le cash qui est là, du coup, qui est lié à la crise financière. Mais ce cash-là, évidemment, quand on va se desserrer au niveau sanitaire, il va pas 100% aller dans la consommation. Il y a une partie qui va être placée, qui va aller dans les achats d'actifs et qui va encore enrichir, enfin, qui va encore faire augmenter les prix derrière. Ce que vous dites tout de même, c'est qu'il faut diversifier, accepter une durée d'investissement plus longue. Oui. Parce qu'on a du risque. Donc. Parce qu'on a du risque, accepter une illiquidité d'une partie de ces placements, parce que c'est la condition effectivement pour gagner de l'argent. Mais cette détention très importante de cash, elle traduit une inquiétude. Oui. Alors quel type de placement privilégié tout de même ? Alors, moi je dirais qu'il est temps de venir à une épargne de conviction. Alors, vous allez me dire que ça tombe bien à la Maïf, c'est vraiment notre sujet. Je dirais il y a deux thématiques dans cette épargne de conviction, c'est dans quoi investir et puis avec qui. Dans quoi je ferai le parallèle entre la consommation de tous les jours et puis l'acte d'épargner. Quand vous achetez du bio aujourd'hui, vous l'achetez pas seulement pour vous, mais vous l'achetez parce que le producteur va être mieux rémunéré, vous l'achetez parce que l'environnement va être mieux protégé, donc vous avez des effets positifs, je dirais, sur l'écosystème. Sur l'épargne, c'est la même chose. Vous pouvez avoir un impact positif sur un secteur économique donné avec votre investissement.
Je vais vous citer quelques exemples. On parlait de ces bureaux qui vont bientôt être vides. Eh bien, ces bureaux, ils pourraient être transformés en logements. Et nous, on travaille avec une société qui s'appelle Novaxia, qui justement transforme ces bureaux obsolètes en logements et qui les propose à travers des véhicules d'investissement. Sachant que, évidemment, on sera sur des fonds socialement responsables, on aura un souci aussi énergétique parce que c'est quand même plus intéressant au niveau écologique de transformer un bureau que de faire de la construction neuve. Voilà, donc un exemple d'investissement socialement utile. Par contre, là aussi, quand vous portez ce type d'investissement, vous devez attendre 5-6 ans avant de pouvoir finalement le revendre et le récupérer. Alors, vous évoquez finalement une responsabilité, une responsabilisation aussi de l'investisseur. Oui. Voilà, c'est un acte militant, quasiment. Chaque acte compte, c'est notre signature, effectivement. Exactement. Mais bon, ce discours de la responsabilité, enfin d'un investissement plus responsable, plus vert quelquefois. Mais alors moi, non, mais j'aime pas le terme responsable parce qu'il y a une dimension morale dans le fait d'épargner responsable. Je ne pense pas que ça soit le sujet. Je pense que c'est vraiment l'idée de faire un lien entre l'investissement que je fais et l'impact que ça peut avoir sur un écosystème. Quand vous investissez dans un fonds action, vous ne savez pas dans quoi vous investissez. Vous ne savez pas à quoi ça va servir, parce que franchement, acheter des parts de Total, je ne sais pas en quoi ça fait avancer le schmilblick. Donc, par contre, quand vous investissez dans un univers qu'on va appeler dans le jargon professionnel non coté, vous investissez dans des projets qui sont clairement identifiés, que vous connaissez, vous savez déjà pourquoi ça va marcher ou pourquoi ça peut ne pas marcher, et vous pouvez très facilement mesurer en fait l'impact de votre investissement. Et c'est ça le sujet, c'est le lien entre l'acte d'épargner et l'impact que je vais avoir à travers cette épargne. Mais je voulais en venir à la question de avec qui, parce que beaucoup de professionnels de la finance tiennent un discours un peu analogue au vôtre. Donc la question, c'est de savoir qu'est-ce qui relève du marketing et qu'est-ce qui relève du greenwashing. Exactement. Alors déjà effectivement, alors c'est comme sur l'alimentaire, vous avez déjà des labels, hein, donc il y a des labels aujourd'hui, même sur l'immobilier, il y a un label qui vient de sortir, un label ISR, donc c'est mieux d'avoir des labels que de ne pas en avoir. Il y a des secteurs d'investissement en fait où c'est difficile en fait d'avoir des labels parce qu'ils n'existent pas, donc là c'est effectivement la manière dont nous allons sélectionner ces offres qui est importante. Après, avec qui, donc c'est aussi le choix du partenaire. Alors je vais vous dire d'abord, je préfère que vous travailliez avec nous plutôt qu'avec nos confrères. Ça s'entend bien. Ça s'entend bien. Je vais vous donner 2 raisons. La première, nos conseillers ne sont pas commissionnés. Mais surtout, ils n'ont pas non plus d'objectif par produit. Parce que vous pouvez très bien avoir un biais lié au commissionnement, mais avoir un second biais lié à une liste de produits absolument à vendre, avec des chiffres effectivement à tenir. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, nous, on a décidé de consacrer 5% de nos bénéfices qui vont servir à financer en fait des projets de jeunes entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire. Donc on est mécène d'un programme de France Active qui s'appelle la Place de l'émergence, et on espère par exemple cette année financer une dizaine de projets de création d'entreprises. Voilà, donc c'est une manière aussi pour nous, que ce soit par les produits ou par rapport à ce qu'on fait de l'argent qu'on gagne, et que nos sociétaires nous font gagner, d'irriguer l'économie qu'on souhaite voir se développer. Tout à l'heure, vous avez fait un plaidoyer pour le non-coté, ce qu'on appelle le private equity, en bon français. Oui. Et vous avez dit préalablement également que finalement les épargnants sont en situation de surliquidité. Ils ont trop de cash qu'ils ne font pas travailler. Mais on est dans un contexte qui reste très mouvant, très incertain. Est-ce que la solution, c'est tout de même pas de combiner d'une certaine manière l'épargne qui rapporte avec justement le private equity et de conserver de l'épargne garantie comme les fonds euros? Non, mais c'est évident. Il faut pas. On parlait du bureau bashing, mais il y a aussi le fonds en euros bashing. Hein, c'est-à-dire que les fonds en euros sont morts. Moi, je crois que pas du tout. Ils vont continuer à exister. Par contre, évidemment, ils n'auront plus le même rendement que les années précédentes. Je fais une petite parenthèse. Pour deviner l'avenir des fonds euros, regardez ce que font les assureurs.
Hein, c'est comme l'écureuil, plus il prend de noisettes pour l'hiver, plus l'hiver va être rigoureux. Les assureurs commencent à augmenter très fortement leurs réserves financières. Ça veut dire qu'ils anticipent quand même que les taux vont rester bas pendant un certain nombre d'années. Alors, entre négatif et puis à 0,5 ou 1%, effectivement, c'est pas la même chose, mais de toute façon, ils vont rester bas. Et donc, ils prennent du rendement actuel, ils le mettent en réserve pour justement que les fonds en euros puissent durer et pour qu'ils puissent servir cette garantie et cette liquidité dans les années qui viennent. Donc les fonds euros sont absolument pas morts. Simplement, il faut faire une allocation d'actifs en fonction de votre projet, de votre âge, de ce que vous allez faire demain. Et du coup, c'est assez important d'avoir cette planification financière, de regarder par rapport à vos projets, votre situation, quels sont les grands moments de vie qui vont nécessiter de mobiliser de l'épargne et effectivement de faire cette allocation en fonction de votre situation. Alors, je vais virer un peu ma cutie, je vais être un peu agressif vis-à-vis des fonds euros. Quel est l'intérêt d'investir dans des fonds euros aujourd'hui avec des rendements anémiques? Alors c'est la possibilité magnifique offerte par le contrat d'assurance vie d'arbitrer au sein de votre contrat en franchise d'impôt. Parce que si vous restez sur si vous restez sur un produit, je sais pas, vous avez un compte titre, vous voulez récupérer vos plus-values, vous voulez les sécuriser sur du fonds euro, vous allez avoir, sur un support garanti, vous allez avoir de la fiscalité. Vous pouvez faire ces va-et-vient au sein du contrat d'assurance vie sans fiscalité. Du coup, c'est ça qui peut être intéressant. Vous pouvez très bien décider aujourd'hui d'investir avec une majorité d'unités de compte sur votre contrat d'assurance vie, d'arbitrer dans quelques années, de faire l'inverse par la suite. Donc c'est ce va-et-vient qui est intéressant. Par contre, effectivement, aujourd'hui, investir l'intégralité de son patrimoine en assurance vie sur du fonds euro, je vous l'accorde, je n'ai toujours pas compris pourquoi on pourrait le faire. Je reviens au private equity. Alors, c'est une question un peu précise et qui concerne le secteur hôtelier, parce qu'on a certains fonds qui investissent dans l'hôtellerie. Et je crois qu'on nous avons ensemble. Nous avons beaucoup de fonds qui ont investi effectivement dans l'hôtellerie. Voilà, et j'ai envie de vous taquiner un peu à ce sujet, parce que aujourd'hui on a donc des investisseurs qui ont des hôtels, mais vu la situation du marché, ils peuvent pas les vendre, donc réaliser par exemple des plus-values dessus. Alors qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce que c'est un problème? Si vous voulez, quand vous avez des opportunités d'achat, on dit toujours la crise génère des opportunités d'achat, il faut toujours imaginer que pour ceux qui détiennent déjà ces actifs, c'est pas forcément une opportunité de revente. Donc, nous, on est assez positif sur une partie de l'hôtellerie, pas sur toute l'hôtellerie, mais pour nos clients qui ont des fonds, notamment, on a fait des fonds fiscaux sur notre gamme de FIP solidaire avec une partie d'hôtel. Il est clair que la durée de vie de ces fonds peut être prorogée sur la partie hôtelière des actifs. On avait dans ces fonds beaucoup d'EHPAD. Évidemment, c'est assez facile aujourd'hui de revendre des EHPAD, mais ce qu'on voit avec nos partenaires qui nous accompagnent sur ces produits, c'est que quand ils arrivent à l'échéance du fonds, ils vont commencer à liquider des actifs facilement vendables, et puis c'est pas forcément aujourd'hui le moment de vendre des hôtels, ça le sera peut-être dans 6 mois ou dans 1 an, donc on a une queue de comète de produits qui va durer un peu plus longtemps que prévu, mais ce qu'on voit aussi, c'est que les valorisations, elles ont un peu bougé, mais elles ne se sont pas effondrées, parce que là aussi, investir dans ce type d'actifs, c'est l'investissement quand même sur du long terme. Et je pense que la première chose que feront les gens, après avoir été un peu barricadés ou contraints à limiter leurs rapports sociaux pendant 2 ans, c'est quand même de sortir et de retrouver le contact. Et donc le marché hôtelier, enfin en tout cas une partie du marché hôtelier va sans doute repartir assez vite. Quel conseil, Olivier, donneriez-vous aux épargnants, notamment à ceux qui ont des plus-values boursières, ou des plus-values latentes, est-ce qu'ils doivent en prendre une partie ou la totalité, par exemple? Alors,
Pour moi, il faut toujours rester investi, pas forcément 100%, mais il faut se méfier de je rentre au bon moment dans le marché, je sors au bon moment. Enfin, genre, ceux qui savent le faire, personne ne sait le faire, parce que sinon... on jouerait au loto. On jouerait au loto, puis en tout cas, on serait déjà millionnaire, et puis on sera ailleurs qu'ici. Non, mais regardez quand même vos portefeuilles boursiers. Les marchés ont effacé en fait le cycle baissier qui a été inauguré à partir de mars de l'année dernière. Donc c'est peut-être le moment de se dire ces plus-values, je les prends, je vais peut-être faire autre chose. On parlait du private equity. Je pense que globalement, il faut se reposer les bonnes questions sur la structuration de son patrimoine. Est-ce que j'ai trop de liquidités? Si j'ai des plus-values, est-ce que je les réalise? Regardez aussi sur le marché immobilier ce que je peux faire en fait des logements que je détiens, parce que finalement les Français ils ont deux passions, hein, c'est l'immobilier mais c'est aussi l'impôt. La passion pour l'impôt étant une conséquence de la passion pour l'immobilier, parce que c'est quand même l'un des secteurs les plus taxés en France. Et donc, je ne suis pas sûr que l'augmentation des loyers suive l'augmentation en fait des valeurs des biens. Donc là aussi, c'est le moment de regarder la rentabilité réelle de son bien immobilier, voir s'il n'y a pas une opportunité de revente, et une opportunité de se positionner là aussi sur un marché immobilier, mais qui lui ne taxera pas vos revenus, et c'est tout à fait possible de le faire. Donc ça c'est le conseil finalement. Non, le conseil. Il y en a d'autres ? Alors, un petit conseil d'actualité, puisqu'il y a en 2020, il y a eu le lancement du PER. Ce qui est intéressant, c'est que pour toutes les professions libérales qui aujourd'hui ont un contrat Madelin retraite, qui a imposé une sortie en rente, c'est leur donner la possibilité de basculer ce contrat sur un PER qui va leur permettre de sortir en capital. Là aussi, à regarder en fonction des taux de rente garantis qu'ils pouvaient avoir, et puis finalement de ce qu'ils projettent de faire à la retraite. Mais ça vaut le coup en tout cas de regarder avec un professionnel.